voici le triomphant, le magnifique Henri Tracol. Il est immense, il est terrible, il est énorme. Il aime chanter dans les amphithéâtres avec les professeurs quand il ne se trompe pas de promo. La légende raconte qu'il broie les os de ses adversaires d'un simple mot. Accueillez le fantastique, le fabuleux Adam ici l'amour. La parole est au procureur Tracol. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, nous voilà saisis d'une affaire sérieuse, grave, oserais-je même dire, des plus sordides. Et oui, j'ose, car aujourd'hui, si Madame Ignorance peut se tenir devant vous en bonne santé, c'est uniquement grâce à la diligence de Monsieur Lassion, un citoyen comme on en rencontre rarement. En effet, c'est par son acte courageux, honnête et surtout désintéressé que la vie de cette jeune femme a été épargnée. Cet acte salvateur est d'être allé dénoncer aux autorités la proposition ignoble de l'accusé qui lui a demandé de commettre un assassinat moyennant rémunération. Mais resituons au préalable les faits qui, dans leur matérialité et l'extrême simplicité de leur réalité, expliquent la présence de monsieur Ilan Amar devant vous. Ceci étant d'ailleurs si accablant qu'il ne laisse aucun doute quant à sa culpabilité. Alors, rien ne laissait présager une telle fin à une histoire qui, démarrée il y a si longtemps, s'était ouverte sous de si bons auspices. Et pour cause, Madame Amar et Monsieur Amar étaient amoureux depuis le plus jeune âge, et rien ne laissait envisager que la routine et la dure réalité auraient raison de leur idylle. Mais, pourtant, ce fut le cas. Ainsi, c'est un contraste qui détruisit leur amour. Oui, un contraste entre deux vies, entre celle dissolue de cet étudiant enfant gâté, faite de sorties, d'excès d'alcool et d'insouciance, et celle de Madame Ignorance, jeune chef d'entreprise, confrontée quotidiennement au dur monde du travail, devant, en plus de cette charge déjà colossale, supporter à elle seule tous les frais du ménage, pendant que son mari se permettait le luxe d'être un étudiant dilettante. Contraste donc entre la facilité d'un côté et la difficulté de l'autre. C'est bien à cause de cela que le couple connut ses premiers heurts et revers, lorsque cette femme, investie corps et âme dans son travail, se mit à faire face aux affres de la concurrence asiatique qui mettait alors en péril le rêve de toute une vie. En effet, l'argent commençait à manquer, au contraire des créances qui s'accumulaient autant que la montagne des invendus qui encombrait alors l'appartement du couple. Et c'est ainsi que pour sauver le fruit de tant de labeur, elle voulut engager les économies du ménage. Pécule qui, il est utile de le préciser, n'était dû qu'à ses efforts et dont M. Amar profitait allègrement sans y avoir apporté la moindre contribution. C'est ce même homme, Ilan Amar, qui lui refusa cette demande, tant il croyait peu en ses chances de succès. Il va sans dire la confiance et le crédit qu'il portait à son épouse, à telle enseigne qu'il ne lui prodiguait donc en aucune façon le soutien auquel elle aurait pu s'attendre d'un mari digne de ce nom qui vivait, de plus, à ses crochets. Ah, quel dommage que les clauses des contrats de mariage ne puissent prévenir ce genre de muflerie. Alors, n'étant pas femme à abandonner, elle se fit donc de plus en plus pressante
pour obtenir l'aval de son conjoint, et finit même, il est vrai, par user de procédés critiquables pour arriver à ses fins. Mais les menaces et le chantage dont il fit l'objet ne sauraient en aucune façon excuser la disproportion de sa réponse, à savoir une tentative d'assassinat. Car oui, Monsieur le Président, oui, Mesdames et Messieurs les assesseurs, c'est bien d'une tentative d'assassinat dont il est question aujourd'hui. Et comment pourrait-on caractériser autrement les faits et les actes d'un homme qui appelle un de ses amis et lui demande de tuer sa femme contre une somme d'argent? On ne peut pas, car c'est bien l'expression qu'il convient pour qualifier cette ignominie. Oh, mais j'imagine déjà le plaidoyer de la défense, tentant de trouver des justifications aux actes détestables dont s'est rendu coupable son client, et de tourner les faits en dérision. Et ainsi, il serait inutile d'essayer de vous faire croire que les dites menaces et le chantage exercé par la jeune femme ont eu raison du discernement de l'accusé, et par là même qu'il serait susceptible de le disculper. En vain encore, la défense pourrait-elle aussi tenter de faire passer le taux d'alcoolémie excessif de cet homme pour une circonstance atténuante, car dans cette affaire, si circonstance il devait y avoir, celle-ci serait plutôt de nature aggravante, du fait de la préméditation de son acte. En effet, l'alcool a eu pour conséquence de désinhiber M. Amar et de lui faire étaler au grand jour le fond véritable de sa pensée et de sa personnalité, à savoir commettre un meurtre qui, comme nous l'avons déjà indiqué, était prémédité, ceci en vue de toucher l'assurance vie que son épouse avait eu la délicatesse et la prévenance de souscrire à son profit. Au soutien de cet argument, on peut d'ailleurs attester qu'il ressort de la procédure et des débats que M. Amar, après avoir mis en œuvre son plan machiavélique, n'a pas émis le moindre regret, étant certainement bien trop excité à l'idée de l'argent facile qu'il pourrait se faire sur le cadavre de son épouse. Pire encore, il n'a pas le moins du monde essayé de stopper la machine infernale qu'il avait mise en route. Lorsqu'émergeant le lendemain, il se souvint de l'odieuse demande qu'il avait formulée la veille. Ainsi, il serait inutile pour lui de tenter de se prévaloir des dispositions de l'article 221-5-3 du Code pénal relatif à l'exemption de peine d'un prévenu qui aurait empêché l'assassinat qu'il avait fomenté de se produire. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il avait oublié. Quand on demande à quelqu'un de tuer sa femme, on s'en souvient. Vous l'aurez compris, tout cela est un peu gros. Et contrairement à l'adage, maître, ça ne passera pas. Maintenant qu'il est établi de façon absolument irréfutable que rien ne saurait excuser, atténuer ou encore dédouaner le prévenu de ses actes, vous vous devez de rendre justice. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, à l'heure de l'effroyable recrudescence des faits divers conjugaux et de l'augmentation déplorable du nombre de femmes agressées par leur mari, la justice se doit d'envoyer un signal fort, car quand de tels actes sont perpétrés en toute impunité, c'est la République tout entière qui saigne. Nous devons donc de faire de ce cas un exemple et de votre jugement un salutaire avertissement pour que chacun sache à quoi s'en tenir en cas d'agissement intéressé de la sorte. C'est la raison pour laquelle je demande à ce que M. Amar soit condamné à une peine de 5 ans de prison ferme ainsi qu'à une amende de 75 000 €. La parole est à l'avocat de la défense. Et vous applaudissez. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, peut-être aurions-nous dû effectuer cette séance à huis clos. Je sens le public faible et naïf. Et de surcroît perturbateur. Au peuple de Lysias, seul un geste du président suffit pour que nous évacuions tous cette salle.
La justice est puissante, la justice est répressive. Mais j'ose espérer que cette autorité dont vous êtes détenteur, qui se doit d'être originellement salvatrice, ne se mutera pas en tyrannie despotique en condamnant mon client, M. Amar, ici présent. Je crois en effet en l'innocence de mon client, parce que la défense d'un opprimé se doit d'être la priorité de chaque être humain. Parce que des faisceaux d'indices prouvent qu'il est victime dans cette lugubre affaire. Et parce qu'en tant qu'avocat commis d'office, je n'ai pas eu le choix. Mais cela n'empêche que Ilhan Amar est bel et bien victime d'un déferlement d'ineptie dont monsieur le procureur s'en est fait le relais avec talent pendant 10 minutes. Compte tenu de la complexité du dossier, permettez-moi de revenir brièvement et chronologiquement sur les faits afin d'analyser le fond du problème et d'en extraire ce que j'appelle le doux nectar de la vérité. Le mandat criminel reproché n'est que la face émergée de l'iceberg. Et elle élude et occulte le cœur du drame. Mon client ici présent, nous l'avons vu, est un jeune homme de 18 ans. Celui-ci poursuit des études de sciences politiques. Aucun problème n'a été recensé. Casier judiciaire vide, étudiant modèle, grand projet professionnel et personnel, en couple depuis 10 ans maintenant, aucune violence conjugale. Aucune violence conjugale. Tout semblait alors aller dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que sa femme décide de travailler. Pour répondre à leurs besoins d'argent, elle eut la mauvaise idée d'ouvrir une société de production à son compte. L'idée est bonne, mais la production... Voyant les factures, le loyer, les frais alimentaires, les dettes à payer, sa femme s'est alors écriée « J'ai une idée. On va vendre des mini-licornes. » Elle lui dit « Si, je les fabriquerai à la main. Et on en vendra dans le monde entier et on deviendra riche. » Non, nous traversons la crise la plus violente du siècle. Et pour relancer la croissance, créer de la demande, produire des mini-licornes. Fallait avoir l'idée. L'idée était vouée à l'échec dès le début. On peut entrevoir une ébauche de la spécificité de cette femme qui est clairement à côté de la réalité. Et ce décalage qui a été imposé à son mari est tout simplement inadmissible. Et pourtant, il a tenu ses engagements, fidèle à ses obligations d'époux, après l'avoir conseillé en la dissuadant de se lancer dans cette entreprise qui mène au gouffre. Il l'a supporté, l'a encouragé, a investi de son argent propre, conformément à son devoir de secours, l'a soutenu, conformément à son devoir d'assistance. Aujourd'hui, on reproche à ce jeune homme d'avoir été seul, abandonné par sa femme. Il a été délaissé et s'en est lassé, lui qui voulait seulement s'enlacer avec sa dulcinée et s'élancer sereinement. Mais sachant que seule celle-ci savait sciemment que cette solitude sonnerait sûrement son lugubre sort. Bon sang, cette sotte s'est sans souci sauvagement séparée de son homme, sacrifiant sa santé, sa jeunesse, sans que celle-ci soit sauvée pour autant. Vous comprenez ? Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, ne négligeons pas le pouvoir incommensurable et dévastateur qu'elle a eu sur lui. Il a tenté d'adoucir les choses pacifiquement avec le divorce, mais Madame l'a menacé de diffuser des photos compromettantes sur les réseaux sociaux pour mettre fin à sa réputation. C'est bien cette femme qui devrait être traduite en justice aujourd'hui. Nous parlons d'un homme
sous pression affective, psychologique, voyant ses rêves s'envoler à dos de licorne ailée, désemparé, déboussolé, pour sécher ses larmes dans l'alcool, il s'est noyé et n'avait aucunement conscience des propos qu'il avait proférés. Il l'aimait et se voyait en elle. Elle était son prolongement. Et cette demande à son ami de la tuer n'était qu'un simple appel au secours dénué de caractère sérieux. Depuis quand laisse-t-on un mandat criminel par message vocal? Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Il était dans l'incapacité de lui faire du mal. Cette demande symbolisait son souhait de mettre un terme à la profonde douleur qui rongeait son être, mais pas à la vie de celle qu'il aime. Il n'est pas un truand. Il n'est pas un délinquant. Regardez-le. A-t-il la tête d'un truand? A-t-il la tête d'un délinquant? Mais ne jugeons pas au faciès. J'aurais certainement été l'accusé ce soir. Mais, plus sérieusement, qui n'a jamais allégué des propos regrettables en état d'ébriété? Ce sont précisément les faits de l'alcool, les effets de l'alcool. Au peuple de Lysias, réveille-toi! La justice est rendue en ton nom. Vas-tu rester assis pendant qu'un des tiens est accablé? Nous sommes en démocratie, c'est vous qui avez le pouvoir. Et si mon client perd, combattez avec moi. Nous sommes nombreux. Ils ne sont que 6. La justice ne doit pas se réduire à l'application mécanique, austère, dénuée de chaleur humaine, de textes de loi préétablis. Il a perdu sa femme, son ami. La justice est tout ce qui lui reste. Ainsi, je demande l'abandon complet des charges qui pèsent sur lui. Je vous remercie.